Donc, moi, je suis docteur Paladin, je suis un des médecins anesthésistes réanimateurs du service au CHU de Bordeaux. Et donc, moi, je vais vous parler de toute la partie anesthésie-réanimation pour clore un petit peu ce topic. Donc, tout d'abord, un petit rappel de physiopathologie assez rapide. Donc, comme vous avez dû le voir dans les précédents cours, donc, cette cardiopathie implique un mixing des deux circulations. Et donc, c'est un mixing à haut débit. Donc, il va y avoir une période de phase de lune de miel quand les enfants viennent de naître, puisque les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées, et ça va permettre de limiter le shunt gauche-droit, et donc d'avoir un rapport entre la circulation pulmonaire et la circulation systémique qui est équilibré. Donc, ces enfants, initialement, qui sont plutôt stables hémodynamiquement, qui ont une bonne perfusion périphérique, etc. Mais ça va durer qu'un temps, puisque après 2 à 3 semaines de vie, on va commencer à avoir une baisse des résistances vasculaires pulmonaires, et donc, de façon concomitante, une augmentation du shunt gauche-droit, associé avec, en conséquence, un hyperdébit pulmonaire, un tableau d'insuffisance cardiaque si on continue si on ne les prend pas en charge, et s'il y a une fuite de la valve troncale associée, des risques ischémiques. Tout ça pour vous dire que l'importance du timing opératoire est primordiale, et donc il faut essayer d'intervenir de manière systématique avant le déséquilibre du rapport QP-QS, donc entre le débit pulmonaire et le débit systémique. Alors, tout d'abord, quels vont être les différents facteurs de gravité pour les patients qui ont des troubles artériels communs? La première chose, et celle qui va être la plus importante, ça va être le critère de poids, et si les enfants sont nés prématurés. C'est-à-dire que faire une cure complète chez les enfants qui font 2 kg, 2,5 kg, ça commence à être techniquement compliqué. La réanimation en post-opératoire va être également long et compliqué. C'est pour ça que pour ce type de patient, voilà, si on juge que l'intervention, la cure complète est un peu difficile, on peut passer par une autre étape qui est le cerclage des artères pulmonaires, dont M. Rouberti a dû vous parler. Et donc, ça va permettre de limiter le débit pulmonaire, d'équilibrer le rapport QPQS, le temps que les enfants grossissent un peu pour ensuite leur proposer la cure complète. Donc ça, c'est un premier critère assez important. En dessous de 2,5 kg, c'est quand même compliqué d'aller faire une CEC néonatale, surtout pour ce type de cardiopathie. Et donc, on peut passer par la phase cerclage pour leur permettre de grossir, de grandir un petit peu, et leur proposer la cure complète dans des meilleures conditions. Le deuxième facteur de gravité, ça va être l'importance de la fuite troncale, d'où l'extrême importance de l'évaluation préopératoire. C'est-à-dire que si on a une fuite troncale extrêmement importante ou une valve troncale qui est vraiment pas jolie, la réanimation post-opératoire peut être extrêmement compliquée. Si la réparation de la fuite n'est pas possible techniquement parce que de manière anatomique, ça peut être, dans des cas exceptionnels, un facteur de contre-indication à la chirurgie, puisque avec une grosse fuite troncale, la réanimation après peut être extrêmement compliquée, voire très difficile, et on peut se mettre les pieds dans le tapis. Donc, évaluation échographique préopératoire extrêmement importante. Ensuite, il y a des anomalies anatomiques associées, donc des anomalies coronaires, dans quand même quasiment entre un cas sur 3 à un cas sur 2. Et il peut y avoir également une interruption de l'arche aortique qui va également avoir quelques subtilités pour la prise en charge opératoire. Ensuite, ça va être des enfants, si on les prend en charge un petit peu tard, qui peuvent avoir un tableau de défaillance cardiaque préopératoire qui va du coup impacter sur le post-opératoire, effectivement. Et ces enfants qui peuvent avoir des anomalies génétiques, et donc avec des tableaux d'immunodépression. Donc, le plus important, c'est d'avoir une discussion du coup pluridisciplinaire entre les différents acteurs de la filière, les cardiopédiatres, le chirurgien, les anesthésistes réanimateurs, pour choisir la meilleure stratégie de prise en charge pour ces enfants. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait la cure complète d'emblée? Est-ce qu'on passe par le cerclage? Bien évaluer la fuite, etc. Concernant l'anesthésie maintenant, quels vont être les facteurs de gravité à prendre en compte? Donc, c'est des enfants qui vont en moyenne avoir 1 mois. On sait qu'il va y avoir une dysfonction ventriculaire post-opératoire quasiment systématique. Et donc, c'est des enfants qui peuvent avoir une défaillance cardiaque avant l'intervention. Ces enfants qui peuvent donc avoir un syndrome de Digorge, donc être très vigilant sur la calcémie, sur les prélèvements que l'on fait en péropératoire et post-opératoire, toujours être vigilant sur la calcémie parce qu'ils sont très sensibles à ça. Et les Digorge ont des risques d'hypocalcémie beaucoup plus réguliers. Et
des risques infectieux avec l'immunosuppression liée au syndrome. Et enfin, concernant l'anesthésie, il peut y avoir également des malformations faciales associées. Donc bien évaluer l'enfant avant et s'équiper en conséquence au bloc opératoire pour pouvoir, à toute éventualité et pouvoir l'intuber dans des bonnes conditions. Alors, comment ça se passe ensuite au bloc opératoire? Initialement, donc avant le départ en CEC, l'objectif va être de contrôler le shunt gauche-droit. Et donc, il va y avoir différentes étapes un petit peu clés où il peut y avoir un déséquilibre du shunt et donc être très vigilant à ces moments-là. Donc, la première, c'est l'induction anesthésique qui va entraîner une baisse des résistances vasculaires pulmonaires et des résistances vasculaires systémiques. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est des enfants qui ne va pas falloir préoxygéner ou préoxygéner avec des FiO2 basses pour justement limiter l'hyperdébit pulmonaire, puisque l'oxygène est un puissant vasodilatateur pulmonaire. Et donc, sur des phases d'induction où on met un petit peu de temps, par exemple, à perfuser l'enfant, si on les laisse à 100% de FiO2 pendant 10-15 minutes, on peut clairement déséquilibrer l'enfant et déséquilibrer les montages. Donc ça, extrêmement important. Faire attention à ne pas les mettre en hypocapnie, pas trop les ventiler. Donc être extrêmement rigoureux par rapport à ça. En pratique, ce qu'on fait, c'est que donc, pendant toute la période d'induction inhalatoire, on met des FiO2 de basse, à peu près 30%, après en fonction bien sûr de la saturation de l'enfant. Et au moment où on a la perfusion, on complète l'anesthésie avec la curarisation, on monte un petit peu la FiO2 pour avoir quand même un peu de réserve pour pouvoir l'intuber dans des bonnes conditions. Et ensuite, bien sûr, bien penser à baisser la FiO2 une fois que l'enfant est intubé. La deuxième étape un petit peu clé, ça va être au moment de l'ouverture sternale, qui va entraîner un déséquilibre par la baisse des résistances vasculaires pulmonaires. Le fait d'ouvrir va baisser les résistances vasculaires du fait de l'amélioration de la compétence pulmonaire. Et donc, à ce moment-là, il faut également éviter l'hypocapnie. Et donc, ne pas hésiter donc, à regarder le TCO2 sur le respirateur, à faire une gazométrie à ce moment-là, pour optimiser au maximum la ventilation et la capnie. Et enfin, il faut éviter les stimuli douloureux qui vont entraîner une augmentation des résistances vasculaires systémiques. Et donc, ça va aggraver encore le shunt gauche-droit. S'il y a une fuite troncale, il peut y avoir une augmentation de la fuite. Et ça peut, dans des cas extrêmes, précipiter le départ en CEC et le clampage aortique. Donc le message à retenir pendant toute cette phase pré-CEC, il faut au maximum limiter le débit pulmonaire. Et donc bien jouer sur les différents paramètres qui peuvent jouer sur les résistances vasculaires pulmonaires et les résistances vasculaires systémiques. Ensuite, au niveau des temps opératoires, donc une fois qu'on est ouvert et prêt à partir en CEC, le départ en CEC se fait de manière progressive avec le clampage des artères pulmonaires. Sinon, on inonde complètement les poumons. Ensuite, on clampe la aorte, on fait la cardioplégie. S'il y a une fuite troncale importante, on peut la faire directement au niveau des méas coronaires. La CEC, donc ça va être une chirurgie quand même qui est assez longue, avec un clampage long et une CEC prolongée, en normothermie, pour éviter, donc, qui va avoir plusieurs avantages, donc notamment, ça diminue les crises HTAP en post-opératoire. Concernant l'hémostase aussi, c'est quand même plus intéressant. Et donc, on la fait systématiquement en normothermie, à part anomalies associées, type interruption de l'arche aortique. Ensuite, vient le temps du sevrage de la CEC. Et donc, pour le sevrage de la CEC, on va devoir monitorer de manière systématique tous ces enfants. Donc, avec un KTAP, parce que c'est des enfants, on va voir, qui sont de fort risque de faire de l'HTAP en post-opératoire. Donc, on va les monitorer de manière systématique par un KTAP que met le chirurgien de manière au bloc opératoire. On va également demander au chirurgien de mettre un cathé dans l'oreillette gauche, qui va permettre notamment d'avoir une excellente visualisation de la précharge de la précharge et du remplissage. Donc, c'est vraiment un monitorage systématique pour ces enfants-là qui bénéficient d'une chirurgie complexe. Il va y avoir un support inotrope nécessaire qui va être systématique, puisque la dysfonction ventriculaire va être systématique en post-opératoire, donc on va en reparler un petit peu plus tard. Et, très important, l'évaluation échographique péropératoire par ETO pour évaluer la réparation, et notamment, s'il y avait une fuite troncale préopératoire, évaluer la réparation. Enfin, une fois que la CEC est posée, vient la période d'hémostase, où là, on va dire qu'on va être assez agressif sur l'hémostase, et on va se munir de tous les outils de tous les outils qu'on a en notre possession. Donc, on va antagoniser l'héparine par la protamine. On va le faire de manière quasiment systématique
des facteurs, donc PPSB, du fibrinogène et des plaquettes. Tout ça parce qu'on sait que sur une chirurgie longue, sur une CEC néonatale, avec quand même beaucoup de sutures, bah, ça va forcément saigner et donc consommer les facteurs de ces enfants. Donc on fait cette hémostase de manière systématique. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de la partie anesthésie, je vais vous parler un petit peu de la partie maintenant réanimation avec les différentes complications que l'on peut voir pour ce type de cardiopathie et donc qu'il va falloir garder en tête pour essayer d'anticiper au maximum. Alors, je vais d'abord vous énumérer les complications les plus rares, on va aller des plus rares aux plus fréquentes. Donc, il peut y avoir associé au troncus des anomalies de l'arbre pulmonaire avec des trachées type boulet. Alors, c'est extrêmement rare, mais voilà, ça peut arriver. Donc, si on a des problèmes de sevrage ventilatoire, il faut quand même penser qu'il peut y avoir des anomalies de l'arbre pulmonaire. Ensuite, vous en avez entendu parler par mon collègue cardiologue chirurgien, il faut évaluer les fuites valvulaires, car les fuites valvulaires peuvent entraîner donc, une augmentation de la post-charge au niveau ventriculaire. Elle peut être troncale et ou au niveau du ventricule droit. Donc, il faut bien imaginer que si on a des fuites au niveau des deux voies de sortie du ventricule gauche et du ventricule droit, bah, la post-charge va être augmentée et la réanimation va être extrêmement plus compliquée. Ensuite, bah, c'est des enfants qui peuvent être sujets aux surinfections pulmonaires, notamment s'ils ont un syndrome du Dijord ou des lésions veines de Kuhn associées. Donc, on travaille aussi également au niveau du septum. Donc, il peut y avoir des risques de troubles de conduction, de troubles du rythme. Et c'est pour ça que, alors ça, après, c'est de manière systématique pour tous les enfants qu'on opère du cœur. Ils sortent avec des paires d'électrodes auriculaires et ventriculaires qui sont testés au bloc opératoire pour pouvoir éventuellement les entraîner s'ils passent en BAV pendant la période post-opératoire. Et enfin, les deux complications sur lesquelles il va falloir être extrêmement rigoureux et extrêmement réactif, ça va être la dysfonction VG. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir besoin d'un support inotrope systématique. La dysfonction VG va être d'autant plus importante qu'elle était présente en préopératoire. S'il y avait une fuite troncale, bah, la protection myocardique peut être difficile en PRCEC. Il peut y avoir des lésions coronaires associées, comme je vous disais. Et donc, il faut être extrêmement vigilant sur la troponine, faire des cycles de troponine réguliers et ne pas hésiter à aller voir ce qui se passe si on voit qu'il y a des troubles du rythme à l'électrocardiogramme ou s'il y a une association très importante de la troponine. Et enfin, l'HTAP quasiment systématique chez ces enfants. Donc voilà, donc le monitorer avec un KTAP qui monitore également l'ASVO2 et voilà, connaître un petit peu le schéma de prise en charge d'une crise d'HTAP pour ces enfants parce qu'on sait qu'ils vont en faire. Et c'est ça que je vais vous développer dans la diapo suivante. Donc sur la réanimation, premièrement, la stratégie anti-HTAP. Donc la première chose très importante avant de mettre en place des traitements vasodilatateurs pulmonaires, c'est rechercher un shunt résiduel. Car si un shunt résiduel, vous mettez des traitements vasodilatateurs pulmonaires, ça va encore plus aggraver le shunt et déséquilibrer encore plus le patient. Donc première chose, regardez l'échographie s'il n'y a pas un shunt résiduel. Ensuite, le monitoring, comme je vous le disais, est extrêmement important. Donc les enfants sont monitorés de manière systématique par des KTAP avec le monitorage de la SVO2 et donc ont des échos quotidiennes pour évaluation également du ventricule droit et des pressions pulmonaires. La levée de la sédation pour ces enfants va être extrêmement progressif. Ce n'est pas des enfants, on va essayer de faire du fast track, essayer de les extuber quelques heures après l'intervention. Donc on va vraiment lever les sédations de manière extrêmement progressive, voir un petit peu comment l'enfant se comporte. S'il se met à faire des crises d'HTAP au moindre mouvement de cils, à ce moment-là, on le rendort, on upgrade les traitements vasodilatateurs pulmonaires, on se laisse un peu de temps et on va essayer de le réveiller dans les jours qui suivent. Donc voilà, pas de fast track pour ces patients, une levée de la sédation extrêmement progressive. Ensuite, de manière systématique, ces enfants qui vont sortir sous NO, donc sous vasodilatateur pulmonaire, donc NO inhalé, on introduit le sildenafil quasiment d'emblée chez ces enfants pour faire un relais du NO. Le sildenafil sera sevré ensuite dans les qui suivent l'intervention. Mais voilà, on va tout de suite très fort sur les traitements vasodilatateurs pulmonaires pour pouvoir avancer sur le sevrage ventilatoire et pouvoir limiter les crises d'HTAP. Si le sildenafil ne suffit pas, on peut rajouter le Tracleer. Alors attention avec l'association des deux. Des fois, il peut y avoir des effets quand même systémiques de ces vasodilatateurs pulmonaires. Donc lorsque vous introduisez le Tracleer en plus du sildenafil, bien faire attention à vos pressions parce que des fois, on peut avoir quand même des chutes de pression systémique assez importantes.
Donc voilà, donc être extrêmement vigilant là-dessus. Et ensuite, on a tous les traitements inotropes à notre disposition qui sont vasodilatateurs, enfin qui ont une action vasodilatatrice, type milrinone et lévosimendan. Donc ça c'est pour la stratégie anti-HTAP. Ensuite, concernant la dysfonction VG, donc on a ces enfants qui vont sortir quasiment, enfin même pas du tout quasiment, c'est toujours systématiquement sous adrénaline, donc à des posologies qui vont de 0,05 gamma km à 0,1 gamma km. Si on commence à devoir monter l'adrénaline au-dessus de ces doses, c'est que la dysfonction VG est trop importante et on devra passer sur d'autres. On va devoir upgrader la prise en charge de cette dysfonction VG. Alors, soit en retardant la fermeture du sternum, le fait de laisser le sternum ouvert va permettre à l'enfant de lui laisser un petit peu de temps pour s'adapter, pour récupérer. Et si même ça ne suffit pas, on peut passer par la case ECMO, notamment si la dysfonction VG est extrêmement importante avec de l'HTAP associé. Donc, être vigilant. Si on voit que en fin de procédure, déjà au bloc opératoire, on est en train de monter l'adrénaline plus, toujours réfléchir au fait de peut-être poser une ECMO pendant 24-48 heures, le temps que le VG récupère et pouvoir ensuite le sevrer dans de bonnes conditions. Donc, associé à l'adrénaline, on va associer systématiquement donc, un traitement inodilatateur, donc soit le chorotrope, soit le lévosimendan. Ce qu'on fait, c'est souvent, on va faire une infusion de lévosimendan pendant les 24 premières heures post-opératoire. Donc, on le commence à l'induction anesthésique, et ça dure 24 heures. Et ensuite, on va faire un relais de lévosimendan par le chorotrope. On évite d'associer les deux, parce que ça peut être extrêmement vasodilatateur, l'association des deux. On n'a pas trop de problèmes de vasodilatation quand on met l'un puis l'autre. Et enfin, la dysfonction ventriculaire peut être aggravée par les fuites pulmonaires si le tube est non valvé et par les fuites de la valve troncale. Excusez-moi. Donc, un petit schéma là pour vous montrer donc, les profils de SVO2 donc, que l'on peut avoir là, chez nos patients qui font de l'HTAP. Donc, on peut voir initialement donc, sur la courbe jaune donc, des chutes drastiques de débit cardiaque avec des SVO2 qui descendent en dessous de 40% au moment des stimuli douloureux. Donc, c'est là des aspirations trachéales. Et on peut voir que au fur et à mesure, donc à J1 et J2, l'instillation de NO va permettre donc de réguler ces crises d'HTAP avec l'absence de modification de la SVO2 à partir de J2. Donc c'est pour ça que ces enfants, il ne faut pas hésiter, il vaut mieux les sortir systématiquement sous NO plutôt que de le mettre après parce qu'on sait qu'ils vont faire de l'HTAP. Donc le message c'est de manière systématique NO, sildenafil, plus ou moins ensuite upgradé par du traclear si besoin. Donc en pratique, donc dernière diapo, pour résumer un petit peu, quelles sont les grandes étapes et à quoi il faut penser lors de la prise en charge en anesthésie et réanimation d'un tronc artériel commun. Tout d'abord, concernant le préopératoire, donc le timing opératoire va être extrêmement important. Donc souvent, ça va être des CEC qu'on va faire chez les enfants de moins d'un mois. Et donc bien évaluer tous les facteurs de gravité, notamment le poids, savoir si on passe par la phase cerclage avant la cure complète et d'éventuelles contre-indications à la chirurgie. C'est pour ça que des patients qui doivent être staffés avec une discussion pluridisciplinaire entre les différents acteurs de la spécialité. En péropératoire, donc comme je vous disais, le démarrage en CEC va être progressif avec ensuite un clampage des AP, le monitorage systématique avec un KTAP SVO2 et un KTOG, un support inotrope, pareil, systématique par une association avec de l'adrénaline et du chorotrope ou du lévosimendan, et une hémostase agressive pour en fait limiter le saignement péropératoire et post-opératoire. Et enfin, en réanimation, il va toujours falloir le garder en tête votre algorithme pour prendre en charge et monitorer l'HTAP et au bloc opératoire, éventuellement retarder, poser excusez-moi, mettre une ECMO si une dysfonction VG importante au bloc opératoire, avec une dysfonction qui va récupérer dans les 24-48 heures post-opératoire, ou entre les deux, une fermeture sternale retardée pour laisser le temps au VG de récupérer. Voilà.